Le rire de 100 invités fortunés s'est éteint d'un seul coup, laissant place à un silence de mort. Au centre de la pièce, le docteur Arthur Laurent, un chirurgien de génie dont les mains tremblantes avaient mis fin à sa carrière, fixait un garçon de 9 ans avec incrédulité. Quelques secondes plus tôt, Arthur l'avait humilié publiquement, lui offrant 1 million d'euros pour qu'il le guérisse. Tout le monde avait ri. Mais maintenant, plus personne ne riait, car, sous le simple toucher de l'enfant, les mains maudites du docteur étaient redevenues parfaitement immobiles. Arthur pensait assister à un miracle, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas le début de sa guérison, c'était le début de son jugement. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour découvrir comment se termine cette histoire impossible, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Le marbre de l'entrée était si froid qu'il semblait aspirer la chaleur de la pièce. Des centaines de silhouettes élégantes flottaient à travers le grand hall de la demeure Laurent, leurs rires et le tintement des coupes de champagne se répercutant sur les plafonds hauts de 10 mètres. C'était une soirée de charité, un de ces événements où les plus riches venaient non pas pour donner, mais pour être vus en train de donner. Et au centre de cet univers, tel un soleil noir autour duquel tout tournait, se tenait le docteur Arthur Laurent. De son poste d'observation près d'une immense baie vitrée donnant sur des jardins manucurés, il regardait la scène avec un mépris silencieux. Autrefois, il était le dieu de cet Olympe, un titan de la chirurgie dont les mains étaient assurées pour des dizaines de millions d'euros. Ses doigts, longs et agiles, avaient dansé à l'intérieur de poitrine et de crâne, défiant la mort avec une arrogance qui confinait au divin. Ses mains lui avaient tout donné, cette maison, cette fortune, ce statut. Et puis, ses mêmes mains lui avaient tout repris. Un léger tremblement commença dans sa main droite, une vibration presque imperceptible pour les autres, mais pour lui, c'était un tremblement de terre. Il serra discrètement son poing, les jointures blanchissant sous l'effort, et glissa sa main dans la poche de son pantalon de costume taillé sur mesure. C'était devenu un réflexe, une danse de dissimulation qu'il maîtrisait à la perfection. Le grand docteur Laurent, l'homme qui avait refaçonné des vies, ne pouvait plus tenir une coupe de champagne sans risquer de la renverser. L'ironie était si cruelle qu'elle en avait perdu toute saveur. « Une soirée magnifique, Arthur », dit un homme corpulent en lui tapotant l'épaule, un cigare non allumé serré entre ses dents. C'était M. Dubois, un magnate de l'immobilier dont Arthur avait opéré la femme des années auparavant. « C'est admirable ce que vous faites pour la fondation. » Arthur força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « La routine, Jean-Pierre. Il faut bien maintenir les apparences. » Dubois rit, un son gras et satisfait. « En parlant de ça, j'ai entendu parler d'une nouvelle clinique en Suisse. Ils font des miracles avec les thérapies géniques. Peut-être pour votre problème. » Il baissa la voix en prononçant le dernier mot, comme s'il s'agissait d'une obscénité. Le sang d'Arthur se glaça. Chaque mention de son état était une lame de plus dans une plaie toujours ouverte. Les miracles sont pour ceux qui ont le temps de croire aux contes de fées, Jean-Pierre, répondit-il, sa voix tranchante comme un scalpel. Je préfère la science, et jusqu'à présent la science dit que je suis une cause perdue. Son ton glacial mit fin à la conversation. Dubois s'excusa et s'éloigna, laissant Arthur de nouveau seul avec sa rage. Il détestait leur pitié plus encore que leur admiration passée. C'était la pitié des bien portants, une reconnaissance condescendante de sa chute. Il était un roi en exil dans son propre royaume. Son trône était son corps, et ce trône était brisé. Alors que le commissaire-priseur montait sur l'estrade pour commencer la vente aux enchères, une petite silhouette se faufila à travers la foule. C'était un garçon, pas plus de 9 ans, vêtu simplement. Il n'appartenait pas à ce monde de soie et de faux semblants. Ses yeux, cependant, possédaient une gravité, une concentration qui détonnait avec son jeune âge. C'était Samuel, le fils d'une des serveuses engagées pour la soirée. Sa mère lui avait dit de rester discret, mais depuis le début de la soirée, il n'avait pas quitté Arthur des yeux. Il avait vu la main tremblante, la mâchoire serrée, la douleur masquée par un voile d'arrogance. Ignorant les regards surpris des invités, Samuel traversa le sol de marbre et s'arrêta juste devant le grand chirurgien. Arthur le regarda de haut, une lueur d'agacement dans le regard. Qu'est-ce qu'un enfant des quartiers pauvres faisait ici, à le dévisager? « Tu es perdu, petit ?» demanda Arthur, sa voix empreinte d'une impatience glaciale. Le garçon secoua la tête. Il leva les yeux vers Arthur, son regard direct et sans peur. « Non, monsieur.
dit-il d'une voix claire et calme. Je vous regardais. Vos mains, elles sont malades. La franchise de l'enfant le désarma un instant. Personne n'osait jamais être aussi direct. Et tu es médecin, je suppose, rétorqua Arthur, le sarcasme dégoulinant de chaque mot. Non, monsieur, répondit Samuel, imperturbable. Puis il prononça les mots qui allaient sceller leur destin. Mais je peux aider vos mains. Un silence s'installa entre eux, puis un rire sec et amer s'échappa des lèvres d'Arthur. Un rire qui attira l'attention des invités les plus proches. Il voyait là une occasion parfaite, une occasion de démontrer l'absurdité de l'espoir, la folie de la foi qu'il avait tant appris à haïr. Se tournant vers l'assemblée qui commençait à les observer, il leva la voix pour que tous puissent l'entendre. « Mesdames et messieurs, nous avons un prodige. Parmi nous, annonça-t-il, un sourire cruel aux lèvres, ce jeune homme prétend pouvoir faire ce que les plus grands spécialistes du monde n'ont pas réussi à faire. » Des murmures amusés parcoururent la salle. La mère de Samuel, pétrifiée à l'autre bout de la pièce, sentit le sang quitter son visage. Arthur se pencha vers Samuel, son visage à quelques centimètres de celui du garçon. « Très bien, jeune guérisseur, je te fais une offre, ici, devant tout le monde. » Il sortit lentement sa main, tremblante de sa poche, l'exposant à la vue de tous. La vibration était là, visible, humiliante. « Guéris-moi, fais ton miracle. » Il se redressa et son regard balaya la foule. « Et si tu y parviens, » sa voix résonna dans le grand hall, « je te donnerai 1 million d'euros. » La foule éclata de rire. C'était le point culminant de la soirée, un divertissement inattendu offert par leur hôte cynique. Arthur savourait son triomphe, le ridicule de la situation confirmant sa vision sombre du monde. Il avait transformé l'espoir d'un enfant en une farce publique. Il ne savait pas encore que son offre moqueuse n'était pas une blague, mais une prière qui était sur le point d'être exaucée de la manière la plus terrifiante qui soit. Le rire flottait dans l'air, caustique et condescendant. Pour Arthur, c'était une symphonie familière, la musique de son propre cynisme jouée par un orchestre de courtisans. Il se tenait là, le bras tendu, sa main agitée de soubresauts erratiques, une offrande, grotesque au centre de l'attention. Son sourire était celui d'un prédateur qui a acculé sa proie. Chaque seconde de silence de l'enfant était une confirmation de sa victoire. Une preuve de plus que le monde était aussi creux et dénué de sens que son propre corps brisé. « Alors » lança-t-il, sa voix résonnant dans le hall. « On attend quoi? Un signe des cieux? Le 1 million d'euros va se refroidir. » Quelques invités ricanèrent de plus belle. La mère de Samuel, près du buffet, ferma les yeux, priant pour que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Elle avait vu ce regard chez les hommes riches toute sa vie, le regard de celui qui possède tout et qui s'amuse à écraser ce qui est petit et pur. Mais Samuel ne recula pas. Il ne montra ni peur, ni hésitation. Il fit un pas en avant, puis un autre, son calme contrastant violemment avec l'hystérie silencieuse de la main d'Arthur. Il n'y avait aucune mise en scène dans ses gestes, aucune prétention. Il était simplement un enfant s'approchant d'un homme qui souffrait. Arrivé devant Arthur, il leva ses 2 petites mains. Il ne visa pas le poignet comme l'aurait fait un médecin, mais il posa simplement ses paumes sur le dos de la main tremblante d'Arthur. Le contact fut léger, presque révérencieux. La peau de l'enfant était chaude, celle d'Arthur était froide comme le marbre sous ses pieds. Pendant une seconde, rien ne se passa. Le tremblement continua sa danse macabre sous les mains de l'enfant. Le sourire d'Arthur s'élargit. La farce touchait à sa fin. Et puis, ce fut comme si une vague de silence se propageait depuis le point de contact. Ce ne fut pas soudain, mais progressif, une marée montante de quiétude qui submergeait le chaos. Arthur le sentit avant de le voir, une chaleur douce, étrangère, qui s'infiltrait dans ses nerfs, non pas comme un choc électrique, mais comme une berceuse. Le tremblement frénétique commença à ralentir, ses secousses perdant de leur violence, se transformant en un frémissement, puis en une ondulation à peine perceptible, avant de disparaître complètement. La main d'Arthur était immobile. Le mot est trop faible pour décrire l'état de sa main. Elle n'était pas seulement immobile. Elle était calme, un calme absolu, une paix que ses muscles n'avaient pas connue depuis des années. Le silence avait envahi son corps. Son premier réflexe fut la négation, un spasme, une coïncidence. Il essaya de forcer le tremblement à revenir, comme on gratte une vieille cicatrice par habitude. Rien. Il plia les doigts, un par un. Le mouvement était fluide, précis, parfaitement sous son contrôle. Il les étendit à nouveau, lentement,
les regardant comme s'ils appartenaient à un étranger. Il n'y avait pas la moindre vibration, pas le moindre doute. C'était sa main, la main du chirurgien, elle était revenue. Le rire dans la salle s'était éteint. Le son avait été absorbé par un vide stupéfait. On aurait pu entendre une plume tomber. Monsieur Dubois, le magnate de l'immobilier, avait la bouche grande, ouverte, son cigare oublié menaçant de tomber sur le tapis persan. Des femmes élégantes se couvraient la bouche de leurs mains gantées. Le commissaire-priseur sur son estrade était figé, le marteau à mi-chemin. Tous les yeux étaient rivés sur cette main impossiblement stable tenue entre celles d'un enfant. 30 secondes, une éternité. Dans ce laps de temps, l'univers d'Arthur Laurent bascula. Le cynisme qui lui servait d'armure se fissura, la logique scientifique sur laquelle il avait bâti sa vie s'évapora. Il ne restait que le fait brut, indéniable, qui se trouvait au bout de son bras. Un miracle, un mot qu'il avait toujours méprisé, et qui était maintenant la seule explication possible. Une lueur d'espoir, une chose qu'il croyait morte depuis longtemps, s'alluma dans son cœur féroce et terrifiante. Samuel le regarda, ses yeux ne montrant ni triomphe ni surprise. Il semblait simplement avoir fait ce qui devait être fait. Doucement, il retira ses mains. La chaleur quitta les doigts d'Arthur, et avec elle le silence. Le contact avec la réalité fut brutal. Il sentit alors la première, infime vibration revenir dans sa paume. Ce n'était pas encore une secousse, juste le murmure d'un cauchemar qui se réveillait. Le murmure devint un grondement. La vibration infime, presque une mémoire, se mua en une secousse violente, puis en une convulsion. La main d'Arthur était de nouveau en guerre contre lui. Le calme absolu, ce paradis de 30 secondes, fut anéanti par le retour brutal de l'enfer. C'était pire, bien pire qu'avant. Avoir connu la paix ne rendait pas le chaos plus supportable. Cela le rendait intolérable. Un grognement involontaire s'échappa de sa gorge. Il attrapa sa main droite avec sa gauche, tentant de maîtriser la rébellion de ses propres nerfs. Mais c'était comme essayer d'arrêter un tremblement de terre avec les mains nues. Ses doigts se crispaient et se tordaient, mus par une volonté sauvage et étrangère. La sueur perla sur son front. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, un tambour fou dans le silence revenu de la pièce. Le silence, cependant, n'était plus le même. Il n'était plus empreint de stupeur et d'émerveillement. Il était maintenant lourd, gêné, rempli des pensées confuses des invités. Le sort était rompu, le moment de magie s'était évaporé, ne laissant derrière lui que la réalité crue et laide de la maladie d'Arthur. Des chuchotements s'élevèrent, se propageant comme une traînée de poudre. Qu'est-ce que c'était? Une sorte de tour? Un hypnotiseur? Pauvre Arthur, il perd la tête. Les regards qui se posaient sur lui avaient changé. La curiosité s'était transformée en pitié, la pitié en malaise. Les gens commencèrent à reculer, créant un cercle vide autour de lui, comme si sa souffrance était une maladie contagieuse. Il était de nouveau un paria, mais cette fois, son humiliation était totale. Il avait espéré, et ils l'avaient tous vu espérer. Mais Arthur ne se souciait plus d'eux. Son monde s'était rétréci à un seul point. Ses yeux balayaient la foule, cherchant frénétiquement le visage du garçon. Où était-il? Il devait le retrouver. Il n'était plus question d'argent ou de fierté. C'était une question de survie. Il l'aperçut enfin, près d'une porte de service à l'autre bout de la salle. La mère de Samuel tirait son fils par le bras, le visage blême de peur. Elle fuyait. Elle lui enlevait son seul espoir. « Attendez !» cria Arthur. Sa voix était rauque, brisée. Il se lança en avant, bousculant sans ménagement un couple qui se trouvait sur son chemin. Il n'était plus l'hôte élégant. Il était un homme qui se noie et qui se débat pour atteindre une bouée de sauvetage. Il trébucha sur un pli du tapis, se rattrapant de justesse à une table, manquant de peu de s'effondrer. Le roi était tombé de son trône et il rampait maintenant dans son propre palais. La mère et l'enfant disparurent par la porte avant qu'il ne puisse les atteindre. La porte se referma, lui, coupant le souffle. « Non !» hurla-t-il, le son résonnant contre le marbre. Il se tourna vers son chef de la sécurité, un colosse impassible qui se tenait près de l'entrée. Son calme professionnel ne fit qu'attiser la panique d'Arthur. « Le garçon !» haleta-t-il, montrant la porte de service. « Trouvez ce garçon. Et sa mère, maintenant. » Son assistant personnel, un jeune homme nerveux nommé Julien, se précipita à ses côtés. « Monsieur Laurent, les invités. Au diable les invités !» aboya Arthur, son visage déformé par le désespoir.
Faites sortir tout le monde. La soirée est terminée. Il attrapa Julien par le revers de sa veste, son regard brûlant d'une intensité folle. Mobilisez tout le personnel. Je veux toutes les informations sur les employés de ce soir. Je veux le nom de cette femme et de son fils. Je veux leur adresse. Je me fiche du prix. Trouvez-le. Les ordres furent transmis. Une panique polie s'empara de la fête. Les invités, sentant le drame, ne se firent pas prier. Ils quittèrent la demeure sur la pointe des pieds, jetant des regards furtifs à leur hôte déchu. La grande salle se vida, emportant avec elle les rires et les faux semblants. Bientôt, il ne resta plus que le personnel, s'agitant avec une efficacité silencieuse, et Arthur seul au milieu de son immense salon. Les voitures de luxe s'éloignaient en silence, laissant le manoir à son angoisse. Arthur Laurent était de nouveau seul. Mais quelque chose avait changé pour toujours. Ce n'était plus un homme qui cherchait à prouver que les miracles n'existaient pas. C'était un homme qui en avait vu un et qui était maintenant prêt à tout détruire pour le posséder. Les 24 heures qui suivirent furent un brouillard de café noir, d'ordres aboyés au téléphone et de frustration pure. Arthur ne dormit pas. Il ne pouvait pas. L'image de sa main immobile, la sensation de ce calme parfait, était gravée dans son esprit. C'était une torture, une promesse qui le maintenait éveillé, le forçant à agir. Son manoir, autrefois un havre de paix et d'isolement, était devenu un centre de commandement frénétique. Les enquêteurs privés, les meilleurs que son argent pouvait acheter, travaillaient sans relâche, épluchant les listes d'employés, croisant les données, analysant les images de surveillance. Arthur arpentait son bureau comme un loup en cage. Chaque rapport négatif, chaque piste qui ne menait nulle part, était une nouvelle fissure dans son armure déjà brisée. Il n'était plus un patient cherchant un remède. Il était un toxicomane en manque, prêt à tout pour retrouver la sensation de sa première dose de miracle. Enfin, au lever du deuxième jour, l'appel arriva. Il l'avait trouvé. Julien, son assistant, lui tendit une feuille de papier avec une adresse. Le nom de la mère était Hélène Perrault. Son fils, Samuel. Il vivait dans le quartier des Lilas, un enchevêtrement de rues étroites et d'immeubles en briques rouges que les gens comme Arthur ne voyaient, habituellement que depuis le ciel, à travers le hublot d'un jet privé. Il n'en voya personne. Il devait y aller lui-même. Sa voiture, une berline allemande noire et lustrée, semblait déplacée dans les rues du quartier des Lilas. Elle glissait comme un requin dans un étang, attirant les regards silencieux des passants. Les enfants qui jouaient au football sur le trottoir s'arrêtèrent, leurs yeux suivant le véhicule de luxe, jusqu'à ce qu'il se gare devant un vieil immeuble de 6 étages, dont la façade était marquée par le temps. Arthur sortit de la voiture, son costume impeccable une insulte à la pauvreté environnante. Pour la première fois de sa vie, il se sentit vulnérable, exposé. L'appartement était au 4e étage, sans ascenseur. Essoufflé, le cœur battant à cause de la montée et de l'anticipation, il frappa à la porte. Hélène Perrault ouvrit. Elle n'était pas surprise de le voir. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une force tranquille, une dignité que l'argent ne pouvait pas acheter. Elle ne l'invita pas à entrer immédiatement, le laissant sur le paillasson, un millionnaire réduit à un simple visiteur. « Je sais pourquoi vous êtes là, » dit-elle, sa voix sans la moindre trace de peur. « Alors vous savez que j'ai besoin de lui parler, » répondit Arthur, sa propre voix plus suppliante qu'il ne l'aurait voulu. Elle le regarda longuement, puis s'écarta pour le laisser passer. L'appartement était petit, mais impeccablement propre. Des odeurs de cuisine flottaient dans l'air. C'était un foyer, un vrai, rempli de la chaleur humaine qui manquait tant à son palais de marbre. Samuel était assis à une table dans le salon, faisant ses devoirs, comme si de rien n'était. Il leva les yeux vers Arthur, sans expression particulière. Arthur commença à parler, les mots se bousculant. Il parla d'argent, d'hôpitaux, d'école pour le garçon, de tout ce qu'il pouvait offrir en échange d'un autre traitement. Sa voix résonnait, fausse et creuse, dans la petite pièce. Hélène le laissa parler jusqu'à ce qu'il s'épuise. Puis elle dit simplement « Regardez le mur, docteur ». Son regard suivit son doigt. Sur un petit buffet, il y avait une collection de photos de famille. Une photo d'Hélène, plus jeune et souriante. Une photo de Samuel bébé. Et une photo d'un homme aux yeux vifs et au sourire intelligent. Le souffle d'Arthur se coupa. Le sang quitta son visage. Il connaissait cet homme. Le monde autour de lui se mit à tourner. Il s'approcha du buffet, sa main valide s'agrippant au bois pour ne pas tomber. Il fixa la photo
et les souvenirs qu'il avait passé une décennie à enterrer remontèrent à la surface avec une violence inouïe. L'ingénieur, David Perrault. Il travaillait pour Medinnovate, dit Hélène, chaque mot tombant comme une pierre. Avant que vous ne rachetiez la société. Arthur se souvenait. Il se souvenait de cet ingénieur brillant et obstiné qui s'était opposé à lui. David Perrault avait découvert une faille dans l'alliage d'un nouvel implant cardiaque qu'Arthur voulait lancer à toute vitesse pour doubler la concurrence. Perrault avait prévenu que l'implant pouvait se dégrader, qu'il pouvait tuer des gens. Il avait présenté des rapports, des preuves. Et Arthur, dans son arrogance et sa soif de profit, avait balayé ces avertissements d'un revers de main. Il avait publiquement qualifié David Perrault de alarmiste et de obstacle au progrès. Il avait utilisé sa puissance pour le discréditer, le licencier, le détruire. Il a tout perdu, continua Hélène, sa voix tremblante de la douleur d'une décennie. Sa carrière, sa réputation. Le stress l'a tué. Une crise cardiaque, 6 mois après que vous l'ayez renvoyé. J'étais enceinte de Samuel. Arthur sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda Hélène, puis Samuel, l'enfant né de la tragédie qu'il avait lui-même créée. Et c'est alors qu'il comprit la pièce manquante, la terrible et parfaite symétrie de sa souffrance. Les tremblements. Ils n'avaient pas commencé par hasard. Ils avaient commencé il y a 2 ans, le jour du 10e anniversaire de l'acquisition hostile de Medinnovate. Son corps n'était pas malade. Son corps se souvenait. Son corps le punissait pour le péché que son esprit avait tenté d'oublier. Il n'y avait plus de médecin dans la pièce. Il n'y avait plus de millionnaire. Il n'y avait qu'un pécheur, à genoux devant le fantôme de son crime et l'enfant qui en était la preuve vivante. La quête d'une guérison était terminée. La quête du pardon venait à peine de commencer. Le silence dans le petit appartement était plus assourdissant que les cris d'une foule. Arthur Laurent était à genoux, pas physiquement, pas encore, mais son âme était prosternée sur le sol usé de cet appartement modeste. La photo sur le buffet semblait le juger, le sourire de l'homme mort, une condamnation éternelle. Le tremblement de sa main n'était plus un symptôme médical. C'était le hochet d'un fantôme, un rappel, constant et physique de sa dette. Il leva les yeux vers Hélène, la femme dont il avait fait une veuve. Il ouvrit la bouche pour parler, pour prononcer les mots les plus inutiles de la langue française. « Je suis désolé. » Les mots sortirent comme un souffle étranglé, une insulte à la décennie de chagrin qui se tenait devant lui. Le regard d'Hélène se durcit. La pitié n'avait pas sa place ici. Sa douleur était un sanctuaire qu'aucune excuse de millionnaire ne pouvait profaner. « Désolé ?» Sa voix était un murmure, mais elle portait le poids de 1000 nuits blanches. « Désolé ne ramènera pas le père de mon fils. Désolé ne paiera pas les factures que sa mort nous a laissées. Vos excuses sont aussi vides que votre promesse de progrès. » Chaque mot était un coup. Arthur baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Son argent, son pouvoir, son influence, toutes les armes qu'il avait utilisées pour façonner le monde à sa volonté étaient maintenant inutiles. Elle ne pouvait pas remonter le temps. Elle ne pouvait pas racheter un péché. Face à la vérité pure de la douleur qu'il avait causée, il était complètement désarmé. Il était l'homme le plus pauvre de la pièce. C'est alors que Samuel, qui était resté silencieux, se leva de sa chaise. Il s'approcha non pas de sa mère, mais d'Arthur. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux d'enfant. Il n'y avait pas de haine. Il y avait quelque chose de bien plus dévastateur, une curiosité calme et profonde. Il s'arrêta devant l'homme brisé et le regarda, non pas comme une victime regarde son bourreau, mais comme un guide spirituel regarde une âme perdue. Puis, il posa la question qui allait démolir les dernières fondations du monde d'Arthur. « Mon père vous admirait », dit Samuel, sa petite voix parfaitement stable. Il rentrait à la maison et il me racontait des histoires sur le grand docteur Laurent. Il disait que vos mains sauvaient des vies. Samuel fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la pièce. Il leva ensuite les yeux et les plongea directement dans ceux d'Arthur. « Pourquoi avez-vous détruit la sienne ?» La question ne fut pas criée. Elle fut posée avec une simplicité désarmante, et c'est cette simplicité qui la rendit si mortelle. Ce n'était pas une accusation, c'était une véritable question. Un enfant essayant de comprendre l'incompréhensible. Comment un homme qui sauve des vies peut-il en détruire une autre si nonchalamment? Arthur n'eut aucune réponse. Un sanglot sec secoua sa poitrine. Toutes ces justifications, toutes ces rationalisations sur le business, la compétition, le progrès, tout cela s'effondra comme un château de cartes face à cette question. Il avait détruit un homme bon,
Il avait détruit une famille. Et pourquoi? Pour quelques points de pourcentage sur une marge bénéficiaire? Pour lancer un produit 3 mois avant la concurrence? Il regarda ses propres mains. La main gauche, forte et stable. La main droite, tremblant furieusement, comme si elle essayait de s'arracher à son corps. Il les vit pour ce qu'elles étaient. L'une avait construit un empire sur une montagne de mensonges. L'autre payait le prix. Le pouvoir s'était complètement inversé. Le millionnaire suppliait du regard, cherchant une absolution que personne ne pouvait lui donner. Le garçon et sa mère, avec rien d'autre que leur dignité et leur vérité, se tenaient au-dessus de lui, invincibles dans leur douleur. « Partez », dit Hélène. Sa voix était ferme, sans haine, mais définitive. C'était l'ordre d'une reine chassant un intrus de son royaume. « Il n'y a rien pour vous ici. » Arthur se releva, ses mouvements raides et maladroits. Il se sentait comme un vieil homme. Chaque pas pour sortir de l'appartement était une torture. Il descendit les escaliers, traversa le hall et sortit dans la lumière crue de l'après-midi. Le quartier qu'il avait trouvé si misérable en arrivant lui semblait maintenant plus authentique, plus vivant que son monde stérile de richesse. Assis dans le silence de sa voiture à 1 million d'euros, il regarda ses mains tremblantes. Il avait commencé cette journée en cherchant un guérisseur. Il l'avait terminée en trouvant son juge. Et il savait maintenant qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter son pardon. Les jours qui suivirent sa visite à l'appartement des Perrault furent un purgatoire. Arthur errait dans les couloirs silencieux de sa propre maison comme un fantôme. Le luxe qui l'entourait, autrefois une source de fierté, lui paraissait maintenant obscène. Chaque objet de valeur, chaque œuvre d'art, semblait avoir été acheté avec le sang d'un homme innocent. La question de Samuel tournait en boucle dans son esprit, une torture plus profonde que n'importe quelle douleur physique. Pourquoi avez-vous détruit la sienne? Il ne mangeait presque plus. Le sommeil était un étranger. Le tremblement de sa main droite était devenu un baromètre de sa tourmente intérieure, s'intensifiant à chaque vague de culpabilité. Il avait envoyé de l'argent, une somme astronomique, sur un compte au nom d'Hélène Perrault, par l'intermédiaire d'un avocat. C'était un geste lâche, il le savait. Un réflexe de riche qui tente de nettoyer une tache de sang avec des billets de banque. L'argent fut refusé et renvoyé le lendemain, sans un mot. Le message était clair. Sa dette ne pouvait pas être payée. Elle devait être expiée. C'est dans ce désert spirituel que la tentation se présenta, sous la forme de son ancien protégé, Bastien Moreau. Bastien était le nouveau PDG de Laurent Médical, l'empire qu'Arthur avait bâti. Il était tout ce qu'Arthur avait été, ambitieux, charmant et absolument impitoyable. Bastien le trouva dans son immense bureau, contemplant la ville à travers la baie vitrée. Il n'y eut pas de salutation chaleureuse. Bastien était là pour les affaires. « Arthur, nous avons besoin de toi », commença-t-il, son ton mêlant fausse sympathie et urgence calculée. Arthur ne se retourna même pas. « J'ai pris ma retraite. »« Ceci est plus grand que la retraite », insista Bastien, posant une mallette en cuir sur le bureau. « Nous lançons le Cardio Sainte 7. C'est une révolution. Mais la presse est nerveuse, les investisseurs sont frileux. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de toi. » Arthur se retourna enfin, un sourire amer aux lèvres. « Ils ont besoin de mon nom pour bénir votre nouveau jouet. »« Exactement, » dit Bastien sans ciller. « Nous voulons que tu sois le visage du projet. Nous annoncerons la création de l'Institut Laurent pour l'innovation cardiaque. Tu en seras le directeur honoraire. Ton retour. Le grand Arthur Laurent, de nouveau dans l'arène, guidant la nouvelle génération. C'est l'histoire parfaite. » L'offre était une drogue puissante. Arthur sentit l'attraction, l'appel de la sirène de son ancienne vie. La gloire, le respect, la fin de cet exil humiliant. Son ego meurtri et affamé criait pour qu'il accepte. Ce serait si simple, signer un papier, faire quelques discours et redevenir une légende. Il pourrait utiliser l'argent et le pouvoir de l'Institut pour aider les Perrault discrètement, se convaincre qu'il faisait le bien. Un mensonge confortable pour apaiser sa conscience. Bastien ouvrit la mallette, révélant un contrat épais et les plans marketing pour le retour d'Arthur. C'est une chance de redorer ton héritage, Arthur, de le définir selon tes propres termes. Alors que Bastien parlait, utilisant les mots qu'il avait lui-même, enseigner, progrès, innovation, sacrifice nécessaire, le visage d'Arthur se figea. Derrière l'épaule de son protégé, il crut voir la silhouette de Samuel, le regardant avec ses yeux calmes et accusateurs. La voix du garçon résonna dans sa tête, claire comme le cristal. « Pourquoi avez-vous détruit la sienne »
Il y a des risques? Demanda Arthur, sa voix soudainement vide de toute émotion. Bastien hésita une fraction de seconde. Le risque est le prix du progrès. Tu sais ça mieux que personne. Les protocoles sont solides. Après le départ de Bastien qui lui laissa les dossiers pour y réfléchir, Arthur s'assit à son bureau. Il se sentait souillé par la conversation. Il ouvrit le rapport technique du CardioSynth 7, il sauta les graphiques marketing et alla directement aux annexes aux données brutes. Et là, il le vit. Une analyse de contraintes sur un alliage de polymères, des résultats de tests qui montraient une dégradation potentielle après 18 mois. Et en bas de page, une note d'un jeune ingénieur, un certain monsieur Chapuis, recommandant des tests supplémentaires. Une note qui avait été officiellement rejetée par le comité de direction. En pièce jointe, il y avait un mémo des ressources humaines. Monsieur Chapuis avait été réaffecté à une filiale obscure il y a 2 semaines. Le schéma était identique. L'histoire se répétait. C'était le fantôme de David Perrault, revenu d'entre les morts dans un dossier technique. Arthur comprit alors la nature de son épreuve. Ce n'était pas un test de Dieu ou du destin. C'était un choix. Il pouvait être Bastien Moreau perpétuant le cycle de la cupidité, ou il pouvait, pour la première fois de sa vie, être David Perrault, la voix qui dit non, la conscience qui refuse de se taire, peu importe le prix. Il ferma le dossier, le bruit sec résonnant comme un coup de feu dans le silence du bureau. Le visage de Bastien flottait dans son esprit, promettant la gloire. Le visage de Samuel lui demandait justice. Il prit son téléphone, ses doigts étonnamment fermes composant un numéro. Arthur Laurent allait faire une dernière grande annonce publique. Mais cette fois, ce ne serait pas pour sauver sa réputation. Ce serait pour la détruire. La salle de conférence de l'hôtel de luxe scintillait sous les projecteurs. Des dizaines de journalistes, de caméramans et d'analystes financiers étaient présents, une armée de sceptiques venus assister à une résurrection. Le logo de Laurent Médical était projeté sur un écran géant. Derrière le podium, un sceau de pouvoir et de prestige. Au premier rang, Bastien Moreau et le conseil d'administration de la société souriaient, savourant leur victoire. L'annonce du retour d'Arthur Laurent allait faire grimper leurs actions en flèche. Quand Arthur entra par une porte latérale et se dirigea vers le podium, un silence respectueux s'installa. Il marchait lentement, non pas avec la démarche chancelante d'un malade, mais avec le pas mesuré d'un homme allant à sa propre exécution. Il avait l'air fatigué, plus âgé, mais une lueur de détermination brûlait dans ses yeux. Sa main droite tremblait, visible pour tous, et pour la première fois, il ne fit aucun effort pour la cacher. Il la posa sur le pupitre, l'exposant à la pleine lumière, un stigmate qu'il acceptait enfin. Il ignora le téléprompteur où défilait le discours préparé par l'équipe de communication de Bastien. Il se pencha vers le micro, et la salle retint son souffle. « Bonjour », commença-t-il, sa voix étonnamment claire. « On vous a dit que j'étais ici aujourd'hui pour annoncer mon retour, pour parler du futur. C'est un mensonge. » Un murmure de confusion parcourut la salle. Le sourire de Bastien se figea. « Je suis ici pour parler du passé, » continua Arthur. « Je suis ici pour vous parler d'un homme que j'ai détruit. Son nom était David Perrault. » Il prononça le nom comme un sacrement. Il raconta alors toute l'histoire. Il parla de l'intégrité de David, de ses avertissements au sujet de l'implant cardiaque défectueux. Sans phare, sans excuse, il décrivit sa propre cupidité, son arrogance, et la campagne vicieuse qu'il avait menée pour discréditer un homme bon afin de protéger ses profits. Il admit publiquement que ses actions avaient directement conduit à la mort de David Perrault. La confusion dans la salle se transforma en un choc total. Les flashs des appareils photo crépitaient frénétiquement. Les journalistes tapaient furieusement sur leurs claviers. Au premier rang, le visage de Bastien était passé de la surprise à la fureur pure. Il fit un signe de la main à ses assistants, un ordre paniqué pour couper le son. « Il y a 11 ans, j'ai réduit un homme de conscience au silence, » dit Arthur, sa voix s'élevant pour couvrir le chaos naissant. « Et aujourd'hui, la société qui porte mon nom, Laurent Médical, est en train de faire exactement la même chose. » Il brandit le dossier du CardioSynth 7. « Ce produit que M. Moreau veut lancer est dangereux. Les données ont été manipulées. Et l'ingénieur qui a tenté de sonner l'alarme, un certain M. Chapuis, a été réduit au silence, tout comme David Perrault avant lui. C'était une déclaration de guerre. Arthur venait de faire exploser une bombe au cœur de son propre héritage. Bastien, le visage rouge de rage, se leva et cria des ordres à la sécurité. « Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que le cycle s'arrête maintenant.
déclara Arthur, sa voix résonnant au-dessus du vacarme. « Je ne peux pas ramener David Perrault. Je ne peux pas rendre un père à son fils, Samuel. » Il prononça le nom de l'enfant et sa voix se brisa un instant. « Mais je peux honorer sa mémoire. Je peux m'assurer que son sacrifice n'a pas été vain. » La sécurité commençait à monter sur l'estrade. Arthur savait qu'il ne lui restait que quelques secondes. À compter d'aujourd'hui, je m'engage à liquider l'intégralité de ma fortune. Chaque centime sera versé dans un fonds d'indemnisation pour les familles des victimes du premier implant. Le reste servira à créer une fondation indépendante pour la défense des patients et la surveillance de l'éthique des entreprises médicales. Une fondation qui portera le nom de David Perrault. Ce fut son dernier mot. 2 agents de sécurité l'attrapèrent par les bras. Le micro fut arraché, produisant un larcène strident. La salle était en plein chaos, les journalistes hurlant des questions, Bastien et ses avocats gesticulant frénétiquement. Escorté hors de la scène au milieu des cris et des flashs, Arthur, Laurent n'entendait rien. Le tumulte du monde extérieur était assourdi par un silence nouveau qui grandissait en lui. Aux yeux du monde, il était un homme fini, un traître à son propre nom, l'auteur d'un suicide professionnel spectaculaire. Mais pour la première fois depuis une décennie, en regardant sa main droite, il ne sentit pas le tremblement de la maladie. Il sentit le calme étrange et profond de la libération. Le bureau de l'avocat était un bocal de verre suspendu au-dessus de la ville. Au-dessous, le chaos. Des sirènes hurlaient au loin, et les écrans de télévision en mode silencieux montraient en boucle le visage d'Arthur, disséqué par des experts et des commentateurs. Les mots « scandale », « fraude » et « effondrement » clignotaient en lettres rouges au bas de l'écran. Son avocat, Maître Delcourt, un homme dont le métier était de construire des forteresses légales autour des riches, arpentait la pièce comme un animal en cage. Il parlait de poursuites judiciaires, de diffamation, de violation de contrats, de la ruine financière inévitable. Son monde, un monde de chiffres et de clauses, s'était effondré, et il ne comprenait pas pourquoi son client restait si calme. Arthur, lui, était assis dans un fauteuil en cuir, les mains posées sur les genoux. Il écoutait, mais les mots semblaient appartenir à une autre langue, décrire la vie de quelqu'un d'autre. La panique de son avocat, le tumulte de la ville, la fureur des marchés financiers, tout cela lui paraissait distant. Le bruit d'une tempête qui se déchaîne au loin alors que l'on est en sécurité à l'intérieur. Pour la première fois de sa vie, il se sentait véritablement en sécurité, même si, aux yeux du monde, il venait de tout perdre. « Arthur, vous m'écoutez ?» s'exclama Delcourt, s'arrêtant devant lui. « Nous devons préparer une stratégie, une contre-attaque. »« Il n'y aura pas de contre-attaque, Bernard, » répondit Arthur, sa voix posée. « La seule chose à faire maintenant, c'est de signer les papiers. » Delcourt le regarda, abasourdi. Il secoua la tête et posa une liasse de documents sur la table basse. « Ceci est une procuration. Elle m'autorise à entamer la procédure de liquidation de vos biens pour créer ce fonds. » Il prononça le mot « fonds », comme s'il était empoisonné. « Signez ça, et il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Arthur se pencha en avant et prit le stylo. C'était un stylo lourd, en or, un cadeau d'un prince saoudien reconnaissant, un symbole de son ancienne vie. Il le tenait entre ses doigts, et comme par un réflexe conditionné par des années de souffrance, il s'attendit à la secousse, à la lutte de ses muscles pour tracer une simple ligne. Mais le tremblement ne vint pas. Sa main était parfaitement immobile. Pas le calme artificiel et temporaire qu'il avait connu sous le toucher de Samuel. C'était un calme différent, un calme organique, profond, qui venait de l'intérieur. Il fit glisser la pointe du stylo sur le papier. Sa signature, autrefois un gribouillis illisible, s'étala sur la page, nette, ferme et assurée. C'était la signature de l'homme qu'il était il y a plus de 10 ans. Il resta un long moment à regarder sa signature, puis sa main. Il la retourna, l'examina. Il plia les doigts, sentant la force tranquille dans ses tendons. C'était fini. La maladie, la malédiction, peu importe son nom, était partie. Et il comprit. Le miracle n'était pas Samuel. Le garçon n'avait été qu'un catalyseur, un miroir. Le toucher de... L'enfant n'avait pas guéri son corps. Il lui avait montré que la guérison était possible. Il lui avait donné un aperçu de la paix pour qu'il ait la force d'aller la chercher lui-même. La véritable chirurgie, c'était sa confession. La vérité avait été le scalpel. En découpant le mensonge et la culpabilité qui rongeaient son âme, il avait libéré son corps. La maladie n'avait jamais été dans ses nerfs.
elle avait toujours été dans sa conscience. Sur l'écran de télévision, une journaliste annonçait que le conseil d'administration de Laurent Médical poursuivait Arthur pour un montant record et le qualifiait de mentalement instable. L'image de son propre visage, avec le mot « traître » en dessous, apparut. Son avocat le regardait comme s'il était devenu fou. Peut-être l'était-il. Il avait échangé un empire contre une conscience tranquille. Aux yeux du monde, la transaction était un désastre. Mais pour Arthur, en regardant ses mains enfin calmes, il savait qu'il venait de réaliser le seul investissement qui ait jamais vraiment compté. 1 an plus tard, le son qui réveille Arthur Laurent chaque matin n'est plus le silence oppressant d'un manoir vide, mais le bruit de la vie, le cri des marchands de légumes, les rires des enfants qui partent à l'école, le grondement lointain du métro. Son appartement est petit, avec des murs fins et une vue sur une cour intérieure où le linge sèche au vent. Il a perdu un empire, mais il a gagné un quartier, le quartier des Lilas. Il ne travaille plus dans des blocs opératoires stériles, valant des millions d'euros. Sa nouvelle place est le dispensaire local, une clinique gratuite qui fonctionne grâce aux dons et au dévouement de quelques bénévoles. L'odeur n'est pas celle de l'antiseptique pur, mais un mélange d'alcool, de café et d'humanité. C'est là qu'on le trouve vêtu d'une simple blouse blanche, penché sur une petite fille qui s'est ouvert le genou en tombant de vélo. Ses mains, autrefois destinées à remodeler des cœurs, sont maintenant occupées à appliquer un pansement avec une douceur infinie. Ses mains ne tremblent plus jamais. Elles sont devenues les instruments d'un but et non plus d'un ego. « Voilà, petite championne », dit-il, sa voix douce. Ce n'est plus qu'une égratignure. La petite fille le regarde avec de grands yeux et lui offre un bonbon à moitié fondu en guise de paiement. Arthur accepte le cadeau avec un sourire sincère, un sourire qui, autrefois, n'atteignait jamais ses yeux, mais qui illumine maintenant tout son visage. Il a passé une année à se défaire de sa fortune, à superviser la création du fonds David Perrault, à faire face aux poursuites et à l'opprobre public. Il a tout donné, et en retour, il a tout reçu. La porte de la salle d'examen s'ouvre doucement. C'est Samuel. Il a grandi, il a maintenant 10 ans. Il n'a plus le regard grave d'un vieil homme dans un corps d'enfant. Ses yeux pétillent de vie. Il tient à la main un dessin aux couleurs vives. Il ne dit rien. Il tend simplement le dessin à Arthur. C'est une représentation maladroite mais pleine de cœur d'un homme en blouse blanche, avec un grand soleil au-dessus de sa tête. Au bas de la page, il y a 2 mots. Pour Arthur. Arthur prend le dessin, le cœur serré. Leurs regards se croisent. Il n'y a pas besoin de mots. Dans les yeux du garçon, Arthur ne voit ni pardon, ni gratitude. Il voit quelque chose de plus simple et de plus puissant. L'acceptation. Une reconnaissance silencieuse que l'homme qui se tient devant lui n'est plus le monstre qui a détruit sa famille, mais un homme qui a trouvé le chemin du retour. « Merci, Samuel », dit Arthur, sa voix à peine un murmure. Samuel lui adresse un petit sourire timide, puis repart aussi silencieusement qu'il est venu, laissant le dessin et le soleil sur le bureau. Plus tard dans la journée, pendant une pause, Arthur se tient à la fenêtre de la clinique. Il regarde la vie trépidante de la rue, des gens de toutes sortes, des vies remplies de luttes, de joie, de peine. Autrefois, il les aurait regardés de haut depuis sa tour d'ivoire, des spécimens anonymes. Aujourd'hui, il se sent l'un d'entre eux. Il n'est plus un roi sur un trône brisé. Il est simplement un homme, au milieu d'autres hommes, faisant sa part. La quête de la guérison de son corps l'avait mené à la maladie de son âme. Et c'est en soignant cette âme, par le sacrifice et la vérité, qu'il avait trouvé une paix qu'aucune fortune ne pourrait jamais acheter. Son nom était peut-être synonyme de scandale dans les journaux financiers, mais ici, dans les rues du quartier des Lilas, il était simplement Arthur, le docteur aux mains calmes. Et pour la première fois de sa vie, c'était plus que suffisant. Il se détourne de la fenêtre et se dirige vers son prochain patient. Le soleil de l'après-midi entre par la fenêtre, illuminant le dessin de Samuel accroché au mur. Une nouvelle aurore s'était levée pour Arthur Laurent. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos passionnantes comme celle-ci. Laissez votre like pour nous soutenir et activez les notifications pour ne rien manquer. Cela nous aide à continuer de créer le meilleur pour vous. À la prochaine vidéo.